Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Riposte, Riposte 4, qui pourrait être intitulé Ni déficit, ni surcoût et analyse des propositions. Bien, nous sommes en période de négociation d'assurance chômage et comme toutes les périodes de négociation d'assurance chômage, systématiquement, on nous parle de déficit, on nous parle de surcoût et on avance tout un nombre de chiffres dont on pourrait croire qu'ils proviennent d'une démarche scientifique sérieuse. En fait, la plupart de ces chiffres sont biaisés et on peut parler à ce niveau-là même de fraude scientifique. C'est pour analyser tout ça, pour essayer de décrypter tout ça, que nous avons avec nous Mathieu Grégoire, qui est donc maître de conférence à Amiens, qui est spécialiste des intermittents du spectacle, qui a fait une thèse sur les intermittents du spectacle, et qui est co-auteur du rapport commandé par le Syndéac, le syndicat des directeurs de théâtre, sur l'analyse et le chiffrage de nos propositions. Alors, c'est vrai que tous ces chiffres sont mis en avant dans un but précis, montrer que les intermittents du spectacle sont privilégiés ou montrer que les chômeurs sont des privilégiés afin de toujours faire des économies sur le dos des chômeurs en faisant des réformes à la baisse qui éliminent une partie d'entre eux. Alors, on va d'abord revenir sur cette histoire de déficit et sur cette partie du riposte 1 qui de temps en temps est mal comprise. C'est cette partie de la fameuse balance analytique, parce qu'il ne s'agit pas d'un déficit, il s'agit d'une balance analytique négative, à savoir on fait quoi? On fait la différence entre des cotisations versées et des indemnités perçues. Eh bien, si vous prenez n'importe quelle catégorie de chômeurs, vous arriverez toujours à une balance analytique négative. Si vous êtes au chômage, au moment où vous êtes au chômage, même si vous êtes au chômage, que vous venez d'un CDI, bien, vous percevez des indemnités, et donc, par définition, c'est négatif pour l'assurance chômage. Comme l'a dit Michel Sapin à l'Assemblée nationale, le chômage est structurellement déficitaire. Alors, à propos de cette balance analytique, qui est pour nous de 1 milliard d'euros, moins 1 milliard d'euros, on la rapproche toujours du déficit général qui est de 4 milliards. Et donc, on parle de 1 milliard sur 4 milliards. Et aussi, on entend, les intermittents sont responsables de 1 milliard sur 4 milliards. Autrement dit, les intermittents sont responsables de un quart du déficit général. Alors, Mathieu Grégoire, que peut-on penser de cette comparaison entre ces deux montants? Disons que c'est une manière démagogique de présenter les choses. Ce serait un scandale si les intermittents représentaient un quart des dépenses de l'Unédic. C'est une si petite population représentait un quart des dépenses de l'Unédic. Mais ça n'est pas vrai. Pour avoir des ordres de grandeur, il faut souligner qu'ils sont 3,5% des allocataires et représentent 3,4% des dépenses. Donc a priori, rien d'extravagant. Alors pourquoi dit-on qu'ils représentent un quart du déficit? On rapporte en réalité deux choses qui n'ont rien à voir. D'un côté, 1 milliard d'euros de balance analytique négative des annexes 8 et 10, le régime des intermittents, et de l'autre, 4 milliards de déficit de l'Unédic prévu en 2014. Alors pourquoi est-ce absurde? Parce que ces deux réalités n'ont rien à voir. Pour comprendre ça, il suffit de se placer dans l'hypothèse d'une baisse massive du chômage et des déficits. Si les déficits baissaient, par exemple, à 1 milliard, de l'autre côté, la balance analytique des intermittents demeurerait proche d'1 milliard. On pourrait alors rendre responsables les intermittents de 100% du déficit. Inversement, si le déficit continue à s'alourdir, à s'aggraver, alors les intermittents seront de moins en moins responsables de ce déficit. Au final, on a affaire à un procédé qui est purement rhétorique, un indicateur qui n'a pas de sens. Par ailleurs, il faut effectivement bien comprendre qu'il est normal, dans le cadre d'une assurance, qui plus est dans le cadre d'une assurance sociale, que certains cotisent davantage qu'ils ne perçoivent d'allocations et que d'autres perçoivent davantage d'allocations qu'ils ne cotisent. C'est la nature même d'une assurance. Autrement dit, Mathieu Grégoire, les deux courbes du film Riposte 1 ne sont pas de même nature,
ne sont pas comparables. Et autrement dit, on pourrait, maintenant que tout le monde est censé le savoir, attaquer toute personne qui ose faire cette comparaison. Cette comparaison, définitivement, n'a pas à être faite, car elle n'a aucun sens et aucune réalité scientifique. Alors, le régime des intermittents du spectacle représente-t-il malgré tout un surcoût par rapport au régime général? Alors, cette idée a émergé pendant la commission d'information parlementaire qui a été menée par Jean-Patrick Gille en 2013. Et l'idée, c'était que si on supprimait les annexes 8 et 10, si on supprimait le régime spécifique des intermittents du spectacle, eh bien les intermittents du spectacle seraient quand même indemnisés par un autre régime qui est le régime général. Et ça ferait 320 millions d'euros d'économie. Alors, il y a deux idées qui ont été développées avec ce surcoût de 320 millions d'euros. C'est les uns disaient, finalement, c'est pas grand-chose parce qu'au départ, on partait d'1 milliard et puis finalement, on arrive à 320 millions d'euros. Et puis, il y a le MEDEF qui s'est servi de cette idée-là pour dire, voilà, les 320 millions d'euros, c'est le surcoût de la culture. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on bascule tout le monde au régime général et on demande à l'État de payer ce surcoût de 320 millions d'euros. Alors, afin de comparer les deux régimes, je vais d'abord vous exposer leurs règles. Pour le régime général, les critères d'accès, le nombre d'heures à faire, c'est 610 heures en 28 mois pour les moins de 50 ans et 610 heures en 36 mois pour les plus de 50 ans. Le principe, c'est qu'un jour travaillé donne droit à un jour indemnisé et que pour les moins de 50 ans peuvent toucher jusqu'à 2 ans d'indemnité maximum et pour les plus de 50 ans peuvent percevoir 3 ans d'indemnité maximum sans avoir à retravailler. Bien. Pour les intermittents du spectacle, les techniciens doivent faire 507 heures en 10 mois, les artistes 507 heures en 10 mois et demi, ouvrant des droits de 8 mois d'indemnité. Bien. Alors, Mathieu Grégoire, peut-on parler de surcoût d'un régime par rapport à l'autre? C'est quoi ces 320 millions d'euros? Oui, au final, la question, c'est de savoir si les intermittents bénéficient d'un régime privilégié par rapport au régime général qui coûterait plus cher que le régime général. Globalement, on peut en douter. Je vous rappelle que les intermittents sont 3,5% des allocataires et seulement 3,4% des dépenses. Donc, a priori, un intermittent ne coûte pas plus cher qu'un autre chômeur. Si on regarde dans le détail, on peut se demander si effectivement ce chiffre de 320 millions de soi-disant surcoût est crédible. Pour ça, il suffit de se placer dans l'hypothèse où on basculerait 100 000 chômeurs du régime général dans le régime des intermittents. En fait, on se rend compte rapidement que les plus précaires d'entre eux ne seraient absolument plus du tout indemnisés, parce qu'il est entre guillemets plus facile de faire 610 heures dans les 28 ou les 36 derniers mois que de faire 507 heures dans une période beaucoup plus restreinte de 10 mois. À l'opposé, à l'autre bout de l'échelle, les allocataires issus d'un CDI ou d'un CDD bénéficieraient seulement de 8 mois d'indemnisation dans le régime des intermittents, alors qu'ils peuvent bénéficier actuellement de 2 ans, voire 3 ans s'ils ont plus de 50 ans, dans le régime général. Donc au final, ces chômeurs seraient moins bien lotis dans le régime des intermittents que dans le régime général. Et ce, pour une raison extrêmement simple, c'est que le régime général est adapté à l'emploi stable, alors que le régime des intermittents est adapté à un emploi intermittent. Mettre les intermittents au régime général, c'est-à-dire dans un régime qui ne leur est pas adapté, aboutirait effectivement à des économies. L'inverse est d'ailleurs vrai. Mais ni le régime général, ni le régime des intermittents n'est plus coûteux ou privilégié que l'autre. Il ne faut pas confondre l'idée d'adaptation et l'idée de privilège. Alors pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que en basculant des intermittents au régime général, ou en basculant des chômeurs du régime général dans le régime des intermittents, on ferait obligatoirement des économies en arrêtant d'indemniser une partie de ces populations de chômeurs. En fait, quand des chômeurs sont dans un régime qui n'est pas adapté à leurs pratiques, eh bien évidemment, ils passent à travers les mailles du filet et c'est ce que l'UNEDIC appelle économie, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi plus grande précarité. Bien. Alors, pour aller au bout de ça, on pourrait se dire que pour faire des économies, il faudrait supprimer l'assurance chômage. Alors maintenant, on va parler du rapport commandé par le Syndéac à Mathieu Grégoire et Olivier Pilmis.
Et donc ce rapport consistait à chiffrer les différentes propositions. Donc en gros, pour le comité de suivi, chiffrer les propositions que vous pourrez trouver dans le film Riposte 3 et les comparer avec le système actuel qu'on subit depuis 10 ans. Pour rappel, en 2003, on est passé à un principe assurantiel où on exclut les plus pauvres au profit des plus riches et nous proposons un système mutualiste, redistributif. Mathieu Grégoire, qu'en est-il de ce rapport et de cette comparaison de ces deux modèles ? Effectivement, on a procédé à une simulation à partir des données dont on disposait, celle de la Caisse des congés spectacles. On disposait des salaires, des durées d'emploi de chaque intermittent, et on a calculé à partir de ces données, d'une part, ce que coûtait le système actuel, et d'autre part, ce que coûterait un système alternatif. Alors on a abouti à 3 conclusions. La première conclusion, c'est qu'en revenant au principe de la date anniversaire, en fixant le seuil à 507 heures en 12 mois et plus 10 mois ou 10 mois et demi, on augmentait seulement le nombre d'intermittents indemnisés de 3,9%. La seconde conclusion de l'étude, c'est de montrer que ce que les partenaires sociaux considèrent généralement comme le levier privilégié pour éliminer un certain nombre d'intermittents, c'est-à-dire le seuil à partir duquel on est éligible à l'assurance chômage, les 507 heures, en réalité joue très mal cette fonction. Ce qu'on observe, c'est que en durcissant ces règles, on occasionne beaucoup plus d'exclusions, certes, mais d'exclusions ponctuelles. Des personnes qui sont exclues de l'indemnisation pendant 1 mois, 2 mois, 10 mois. Mais pas tellement d'exclusions définitives. Autrement dit, ce qui se passe, c'est qu'avec ce levier, en durcissant ce levier, on augmente la précarité, on augmente la difficulté, la discontinuité dans l'accès à l'indemnisation chômage des intermittents, et on ne régule pas définitivement, disons, le nombre d'intermittents. De ce point de vue, le modèle revendiqué par le comité de suivi génère beaucoup moins de précarité. Le nombre d'intermittents qui connaissent une rupture provisoire d'indemnité est 70% plus élevé dans le système actuel que dans le régime revendiqué. Donc la troisième conclusion de cette étude, c'est que le modèle du comité de suivi, le modèle alternatif, n'est pas plus coûteux que le modèle actuel d'indemnisation. Selon les paramètres qu'on choisit pour le principal dispositif d'économie, qui est un plafond de cumul de l'indemnité et du salaire des intermittents, on obtient soit un niveau équivalent de coût, soit, avec les paramètres les plus sévères, 100 millions d'euros d'économie par an. En réalité, il n'y a aucun scandale dans ce dossier. Aucun. Le chiffon rouge est agité en fait pour masquer une vérité qui, elle, est scandaleuse. La vérité scandaleuse, c'est que dans ce pays, un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé. Et pourquoi il n'est pas indemnisé ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des contrats courts et qui n'ont pas, comme nous, un régime spécifique adapté à leur pratique d'emploi. Et ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est que quand on n'a pas un régime adapté à ces pratiques, on passe à travers les mailles du filet. Il y a une partie de la population qui n'est donc pas indemnisée. C'est ce qu'on appelle faire des économies, mais toujours sur le dos des plus précaires. Nos propositions sont justes. Comme on vous l'a dit, elles sont adaptées. Faisons tout pour qu'elles soient enfin appliquées.